Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse avec le retour de la Ligue des Champions. On a assisté à un gâchis de la part du PSG, comme le placard de l'équipe. Le Paris Saint-Germain a subi un vrai braquage face au Sporting. Même si Guevara a permis à Paris de revenir au score grâce à une superbe frappe, le club portugais a inscrit le but de la victoire dans les derniers instants. Le PSG a pourtant longtemps maîtrisé son match face au Sporting avant de s'effondrer dans le dernier quart d'heure. Sous la pression portugaise, les Parisiens ont multiplié les pertes de balles, exposant leur ligne défensive. L'entrée ratée de Zabarni, en difficulté sur son couloir, a aggravé le déséquilibre. Privé de maîtrise au milieu, Paris a aussi souffert de l'absence de João Neves pour calmer le jeu. Enfin, les coups de pied arrêtés ont une nouvelle fois coûté cher, ravivant une fragilité persistante. Pour le Parisien, le constat est clair, Paris se tire une balle dans le pied. Le club de la capitale reste bien placé pour se qualifier dans le top 8, mais se complique la tâche avant Newcastle. Côté portugais, c'est la fête. L'Europe à leurs pieds, titre Diogo, qui savoure le hold-up contre les champions d'Europe. Individuellement, on pourrait faire des remarques à beaucoup de joueurs, mais sur les réseaux sociaux, c'est Lucas Chevalier, encore une fois, qui retient l'attention. Chevalier se fait fumer sur les réseaux avec une compile de toutes ses boulettes sur ses 6 derniers mois avec le PSG. Et on peut dire que ça fait beaucoup là, non? Les fans perdent patience avec le portier français. L'équipe a mis un 4 sur 10 pour le gardien. Il a mal repoussé un centre à l'origine du premier but, avant de dégager des points à un tir qui retombera directement sur le second buteur. Le PSG a été victime d'un hold-up malgré 70% de possession. Luis Enrique a tout de même montré sa satisfaction quant à la prestation de ses joueurs, mais pousse un coup de gueule. C'est le meilleur match à l'extérieur qu'on a joué cette saison. Je suis très fier de mes joueurs. Avec cette mentalité, on va arriver très loin. Le résultat est décevant, injuste. C'est dommage parce que j'ai vu qu'une seule équipe pendant tout le match. On a été supérieur à un adversaire, ils ont fait que défendre. C'est très décevant parce que c'est tellement injuste que c'est difficile de parler de football en ce moment. Merde de football pour moi. On ferme cette page en France avec Monaco qui a sombré au Bernabeu, dépassé par la puissance du Real Madrid dans les transitions. La charnière d'Ayer-Kerrer, solide avant la pause, a totalement explosé en seconde période. Kerrer a enchaîné les erreurs, symbole d'une arrière-garde en difficulté, et au milieu, Zakaria et Tézé n'ont jamais réussi à protéger l'axe, ni à ralentir les attaques madrilènes. Les pertes de balles répétées ont désorganisé l'ASM, incapable de résister au rythme imposé par le Real. Justement, partons en Espagne pour parler de cette rencontre avec le regard des médias madrilènes. Ces derniers sont forcément heureux de revoir un Real Madrid des grands soirs, surtout dans un contexte de crise. Vinicius sourit à nouveau, placard as. Le Brésilien est pardonné par les fans, ajoute le média dans ses pages intérieures. Il marque un but, donne 2 passes décisives et demi et est élu MVP. Il a changé les sifflets par innovation du Bernabeu. Il peut remercier Alvaro Arbeloa qui l'a soutenu depuis qu'il est en place, une relation bien différente que celle qu'il avait avec Xabi Alonso. Comme quoi, certains joueurs fonctionnent uniquement avec la confiance. Mbappé de son côté a frappé 2 fois. L'équipe parle du régal de Madrid. Même diminué par un genou douloureux, Kylian Mbappé a livré une prestation de très haut niveau face à Monaco, son club formateur. Intenable dans ses appels, ses combinaisons et son volume de jeu, l'attaquant français a affiché une efficacité et une générosité digne de ses standards ronaldesques, avec 11 buts en Ligue des Champions et 32 toutes compétitions confondues. Au-delà des statistiques, il a marqué par son implication défensive, notamment un retour de 80 mètres alors que le match était déjà plié. La démonstration madrilène s'est conclue par un but de Bellingham. Et ces derniers jours, des images de Jude Bellingham en boîte de nuit, alors que les résultats de son équipe n'étaient pas spécialement bons, avaient fait polémique sur les réseaux. Sur ce 6ème but madrilène, inscrit par ses soins, il a ainsi célébré en faisant semblant de boire. Une célébration ironique qui témoigne tout de même du fait que les joueurs sont bel et bien attentifs à ce qui se dit sur les réseaux. 6-1 dans un Santiago Bernabéu aux Anges, le Real est provisoirement 2ème du classement. Dans l'autre résultat espagnol, Villarreal a une nouvelle fois laissé filer un match qu'il maîtrisait face à l'Ajax à la Ceramica. Supérieur en première période, les Espagnols ont ouvert le score au retour des vestiaires avant de craquer. Une erreur de Tenas a relancé l'Ajax, revenu sur coup franc avant de prendre confiance. Gagnés par la fébrilité, les hommes de Marcelino ont perdu le contrôle malgré les changements offensifs. À la 90e minute, l'Ajax a puni le sous-marin jaune. On part en Angleterre où City a pris froid. Manchester City a sombré 3-1 face à Bodo Glimt au cercle polaire arctique, exposant la fragilité de l'équipe malgré quelques phases correctes. Rodri s'est fait expulser et a été à la rue tout le match. La jeune charnière Alain Kuzanov, dépassée, a multiplié les erreurs qui ont offert aux Norvégiens un match presque parfait. Erling Haaland et d'autres cadres ont semblé physiquement et mentalement à plat et ont manqué d'efficacité dans les moments clés. Et si Guardiola insiste sur le fait que le jeu n'était pas si mauvais, cette défaite accroît la pression avant le dernier match de poule contre Galatasaray et met en lumière les limites actuelles de City en Ligue des Champions. La rencontre, jouée dans un stade de 7000 spectateurs, a vu City se faire humilier. L'ombre de la précédente humiliation de City au nord du cercle polaire en 1994 planait sur cette soirée. Et à Arsenal, on réchauffe les cœurs. 7 victoires en 7 matchs de Ligue des Champions pour l'équipe de Mikel Arteta.
Gabriel Jesus, de retour en pleine forme après une longue absence, a brillé en inscrivant un doublé décisif. Victor Gyökeres a lui aussi marqué. Malgré les assauts répétés de l'Inter, Arsenal a su absorber la pression, défendre avec solidité et gérer ses temps forts, démontrant maturité et équilibre dans le jeu. La performance de l'équipe reflète une confiance retrouvée et une capacité à utiliser les joueurs sur le banc sans perdre en qualité, un luxe qu'Arteta peut désormais s'offrir après des saisons contraintes par les blessures. Ce parcours sans faute place les Gunners dans une position favorable pour la suite de la compétition. Parlons d'Ethan Nwaneri avant de se pencher sur un autre match anglais de la soirée. Le Daily Mail se demande comment Nwaneri est passé de joyau de la couronne à être expédié en prêt. Ethan Nwaneri, joyau d'Arsenal et plus jeune joueur à débuter en Première Ligue à 15 ans, rejoint Marseille en prêt pour le reste de la saison afin d'obtenir du temps de jeu. Après un début de carrière fulgurant et 26 apparitions la saison dernière, il n'a joué que 166 minutes cette saison et il n'a plus été aligné sur les derniers matchs. Le prêt sans option d'achat s'inscrit dans une stratégie de développement similaire à celle de William Saliba, visant à lui offrir un football régulier. Arteta souligne que Nwaneri a toujours eu une attitude exemplaire et que ce départ temporaire ne remet pas en cause sa confiance en lui. Cette période sera cruciale pour l'adolescent de 18 ans qui doit confirmer son immense potentiel et s'affirmer dans sa progression. Thomas Frank a échappé à la sanction grâce à une victoire impressionnante de Tottenham en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, démentant ainsi ses difficultés en championnat. Le manager des Spurs, déjà sous pression et considéré comme menacé de limogeage en cas de défaite, a vu son équipe réagir en s'imposant 2-0 face aux Allemands, réduit à 10 après l'expulsion de Daniel Svensson à la 26e minute. Les buts de Cristiano Romero et Dominique Solanke en première mi-temps ont redonné le sourire aux supporters du nord de Londres après la défaite crève-cœur 2-1 contre West Ham samedi dernier. En Italie, l'Inter Milan a concédé sa 3e défaite consécutive en Ligue des Champions en s'inclinant 3-1 face à Arsenal, techniquement supérieur et particulièrement efficace. Malgré une première période compliquée, les Nerazzurri ont tenté de réagir et égaliser provisoirement, mais ont payé leurs erreurs défensives sur chaque but et ont été pénalisés par la sortie de Lautaro Martinez. L'Inter, sérieuse mais limitée, n'a pas su tenir tête à l'intensité et à la précision des Gunners. Il y a de réelles faiblesses dans sa défense centrale et sa capacité à contenir les attaques rapides. Cette série de défaites montre que cette équipe a du mal à s'imposer face aux cadors européens. Il y a la nécessité pour l'Inter de corriger ses lacunes pour rester compétitive. Histoire assez lunaire mise en avant par Paris Match, Lucas Hernandez et sa compagne sont visés par une plainte pour traite d'êtres humains et travail dissimulé déposé par une famille colombienne qui a travaillé pour eux entre septembre 2024 et novembre 2025 sans contrat ni cadre légal avec des horaires allant jusqu'à 84 heures par semaine. La famille, espérant une régularisation et une vie meilleure, s'est retrouvée exploitée pour des tâches domestiques et de gardiennage, parfois armée, tout en subissant pression et menaces. Marie, la fille, raconte des journées de travail exténuantes, des violences verbales et des promesses de documents légaux jamais tenus, tandis que le reste de la famille assurait la sécurité et la surveillance. Les contrats ont été établis tardivement et de manière incomplète, bien après des licenciements, et ne reflétaient ni les heures ni les responsabilités réelles. L'avocat des plaignants dénonce une situation s'apparentant à de l'esclavagisme moderne, tandis que l'agent de Hernandez affirme que le couple tombe des nues face à ces accusations. On termine cette revue de presse avec le FC Barcelone. À 2 jours de la fin de la phase de groupe, le Barça doit absolument gagner ses 2 derniers matchs contre le Slavia Prague et Copenhague pour espérer se qualifier directement pour les 8e de finale. Avec 10 points, le club catalan peut atteindre 16 points, un total qui a suffi la saison dernière pour se classer 8e, mais rien n'est garanti. Au-delà des victoires, la différence des buts sera cruciale en cas d'égalité avec des rivaux comme l'Inter, l'Atlético ou encore Liverpool. Chaque but compte donc pour sécuriser la qualification directe et éviter les barrages. La marge d'erreur est minimale et le Barça doit conjuguer performance et observation des résultats adverses pour rester en course. Ter Stegen rejoint Gérone en prêt. Le Barça conserve une partie du salaire du gardien allemand. Son objectif, reprendre du temps de jeu afin de renforcer ses chances de participation mondiale. Le prêt inclut une clause interdisant un retour anticipé au Barça durant la période convenue. Gérone mise sur cette arrivée pour consolider son équipe jusqu'en fin de saison et bénéficier de l'expérience du gardien de 33 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.